entre la frontière égyptienne et la frontière libyenne, la Libye étant sous domination italienne et sans intention très marquée d'envahir l'un ou l'autre. Et puis à un moment donné, les Anglais se sont mis dans la tête de conquérir un certain nombre de villes le long de la côte, parce que toute la guerre de Libye s'est quand même déroulée le long de la côte, parce qu'il n'y avait qu'une route, et que, bon, il y avait des ports, et il fallait vaincre ces ports, et Tobrouk a été l'un des ports que les Anglais visaient. Et ils ont fini par l'occuper, et laisser une garnison qui était une garnison australienne. Entre-temps, Hitler, qui avait engagé sa guerre en Russie, s'est rendu compte qu'il aurait de plus en plus de difficultés, et il a chargé Rommel d'aller enfoncer, de renforcer les Italiens, et puis finalement, avec arrière-pensée, de prendre l'Égypte, qui n'avait qu'une envie, c'était de sortir de l'orbite anglaise. Et puis, à l'époque, c'était pas encore tout à fait, c'est juste au moment de la guerre de Syrie, pour les Français, le gouvernement Pétain avait donné aux Allemands l'utilisation des bases aériennes de la Syrie. Il y avait plusieurs aérodromes qui pouvaient servir éventuellement, les avions n'avaient pas un grand rayon d'action à l'époque, mais ça aurait pu très bien être un appui. En tous les cas, le Liban n'est pas très loin d'Odessa, et on aurait très bien pu faire un corps expéditionnaire, partir de là pour aller en mer Noire et soutenir l'offensive allemande en Russie. Rommel a débarqué avec l'idée de servir son pays en mars 1941 en Tunisie, sans doute, et puis est arrivé avec une division blindée très équipée, et il a commencé sa campagne en repoussant les Anglais. Il y a eu la perte de Tobrouk, et tout ça s'est arrêté un peu plus loin que la frontière égyptienne, parce que les Anglais n'avaient pas du tout envie de lâcher le morceau. Donc ils se sont renforcés, ils ont fait venir des divisions, il y avait des gens de tous les pays, des Indes, de toutes les possessions anglaises. Il y avait des Sud-Africains, il y avait des Australiens, et tout ça, ils formaient des divisions un peu autonomes, mais qui étaient sous le commandement d'un monsieur qui s'appelait Wavell, je crois. Et puis après ça, on s'est rendu compte que le Wavell ne faisait pas le poids. Alors on a nommé un nouveau général anglais qui s'appelait Montgomery. Et Montgomery a commencé une contre-offensive, qui a d'ailleurs stoppé l'avancée allemande, italo-allemande. Et il y a eu une espèce de repli qu'ont fait les Allemands. Puis les Allemands se sont ressourcés, et ils ont fait une contre-offensive qui cette fois les a amenés jusqu'à El Alamein. El Alamein, c'est une défense qui est assez près d'Alexandrie, d'ailleurs, c'est pas très loin. Et au sud, on avait confié la défense à des unités françaises qui se sont regroupées dans le poste dit de Bir Hakeim. Alors qu'est-ce qu'était Bir Hakeim? Bir Hakeim, c'était un endroit en plein désert où les Français ont fait une défense comme ils savent en faire, une sorte de fortin, mais il y avait quand même certainement 10 000 hommes dans ce truc-là. Et Hitler a été vexé que des Français osent lui interdire l'accès. Et d'autre part, comme il était orgueilleux en diable, il avait peur que s'il dépassait ce qu'il pouvait faire, parce que Bir Hakeim, c'est un petit site de quelques kilomètres carrés, et que cette épingle
l'Italie sur ses arrières. Donc il voulait absolument démolir Bir Hakeim. Alors il a mis le paquet, et les Français ont résisté pendant 17 jours, ce qui avait un peu soulagé les Anglais au nord, et qui leur a permis d'engager une défense. Ils avaient mis un canon tous les 100 mètres, je crois, enfin quelque chose d'ahurissant pour l'époque. Et finalement, Rommel a pris Bir Hakeim, mais il n'y avait plus personne, enfin tout au moins quelques blessés. Et puis, la garnison française avait réussi à sortir de là avant que les Allemands ne fassent leur attaque. Si bien qu'ils ont fait chou blanc, et Rommel n'était pas content du tout. Et la contre-offensive d'El Alamein, qui a débuté en novembre 1942, a permis d'abord de stopper net la velléité de Rommel d'envahir l'Égypte, et ensuite de préparer la renverse, qui s'est traduite par un recul de Rommel jusqu'en Tunisie, où il a réembarqué, mais entre-temps, le débarquement des Américains avait eu lieu à Casablanca et dans l'ouest de l'Afrique du Nord, et ces Américains, petit à petit, avaient pénétré, et lorsque Rommel s'est replié en Tunisie, il y avait contre lui non seulement les Français, mais il y avait les Français du Tchad qui étaient arrivés, parce que Leclerc était arrivé du Tchad et avait rencontré les Français libres à Tripoli. Il avait donc sur le dos les Allemands, les Américains, les Français, les Anglais, et tout ça qui lui tapait dessus. Alors son redémarrage n'a pas été très glorieux, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais finalement ils ont été éjectés, et ils sont repartis vers la Sicile, et la campagne de France, la campagne d'Italie a commencé à peu près au même moment, car les Américains les ont suivis très peu de temps après. Il faut imaginer que pour déplacer des milliers d'hommes, qu'il s'agisse d'Anglais ou d'Allemands ou d'Italiens, il faut un ravitaillement énorme. Pour faire déplacer une division blindée, il faut des milliers de tonnes de toutes sortes de choses, d'essence, il faut des avions, il faut du ravitaillement, et les ports avaient une très très grande importance à cause de ça. Parce que c'est plus facile, quand on peut le faire, de faire venir des bateaux et de décharger sur la côte, à peu près à la hauteur de l'endroit où se trouvent les troupes. Et parallèlement, pour que ces ports puissent vivre, il fallait avoir de l'aviation. Alors, les avions de l'époque n'avaient pas un très grand rayon d'action, mais enfin, ils pouvaient faire 500 km facilement, mais 500 km aller-retour, ça ne fait pas très loin quand même. Alors, on multipliait les terrains d'aviation. Les avions se posaient court, donc c'était pas terrible comme terrain d'aviation. Et ces terrains d'aviation avaient des stocks d'essence, et il y a eu toute une guerre qui s'est faite à partir d'une sorte de jeep. À l'époque, c'était pas des jeeps, enfin c'était le même genre. Et des unités montaient sur les capots de voitures des mitrailleuses Vickers avec double canon, et des commandos qui partaient d'Égypte, quelquefois du fin fond de l'Égypte, remontaient à travers le sable pour arriver à l'improviste sur ces terrains, mitrailler tout ce qu'ils pouvaient, foutaient le feu dans tout ce qui brûlait, et puis repartaient comme ils étaient venus. Alors de l'autre côté, du côté des bateaux, les Allemands occupaient l'Italie, enfin étaient en Italie, ils n'occupaient pas, mais ils étaient en Italie, ils occupaient la Grèce, ils occupaient la Crète, et quand on regarde une carte, on se rend compte qu'il n'y a pas une très grande distance entre la côte libyenne et ces ports. Depuis l'Antiquité, la Crète avait créé des colonies en Cyrénaïque, parce qu'il y avait des courants qui portaient, enfin c'était assez facile. Et c'est comment
ces ports étaient bombardés par les Anglais quand ils pouvaient, mais les Anglais avaient moins de moyens que les Allemands de l'époque. On a parlé des canons de Navarone, et il faut se rappeler que ces canons, on a essayé de les neutraliser à un moment donné. C'était des commandos franco-britanniques d'ailleurs qui y sont allés et qui ont, je crois, réussi à neutraliser les canons. Qu'est-ce que faisaient ces canons? Ils empêchaient le passage de bateaux dans un détroit qui était celui de la Crète, enfin entre la Crète et le Moyen-Orient. C'est une guerre assez difficile qui s'est jouée sur mer, sur terre. Alors on parle de la division blindée parce que ça fait groupe, ça fait poids, mais tout autour de ces avances, qu'elles soient anglaises ou qu'elles soient allemandes, il y avait ce contexte dans lequel chacun essayait de se placer. Après le départ des Allemands de Tunisie, qui finalement ont été chassés à la fois par les Anglais, par les Américains qui étaient arrivés aux environs de Tunis, la guerre a cessé et les Français libres n'ont pas eu le droit de rentrer en Afrique du Nord. Alors on n'avait qu'une seule solution, c'était de se replier sur Tripoli. C'est ce qu'on a fait et notre camp s'est installé à Zabrata. Alors cette absence, enfin cette mise à l'écart a duré, je ne me rappelle plus, 2 ou 3 mois, mais enfin c'était assez significatif. Alors ça nous a permis quand même de visiter la région de Tripoli et de faire du tourisme dans le coin. Et à cette occasion-là, on s'est rendu compte du poids que les Italiens avaient pris dans la région, parce que les Italiens sont des grands constructeurs de routes, mais ce sont aussi de grands colonisateurs. Ils ne sont peut-être pas des grands soldats, mais sur le côté de la colonisation, ils avaient de l'entraînement, et ils l'ont prouvé à cet endroit. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont recherché des nappes d'eau souterraines, ils ont mis ces nappes d'eau en communication avec la surface à l'aide d'éoliennes. C'était des éoliennes qui avaient différentes hauteurs suivant la force des vents, suivant l'orientation, etc. Enfin, c'était très, très étudié. Et alors, ces éoliennes manœuvraient une pompe qui faisait remonter l'eau à une certaine hauteur, à l'aide de laquelle ils remplissaient des réservoirs. Nous qui arrivions de plusieurs mois de désert, quand on s'est plongé dans ces grandes bassines qui mesuraient 25 ou 30 mètres de diamètre, on a trouvé ça extraordinaire. Et avec ces réservoirs, ils arrosaient des plants de vigne. Et nous avons vu des hectares et des hectares de vignes avec des grappes de raisins énormes, genre raisins du sud d'Italie, genre sicilien. Et alors pour nous, c'était merveilleux. Sortir du désert et trouver un endroit comme ça, c'était exceptionnel. Alors, en Afrique du Nord, que se passait-il? Eh bien, Darlan a été tué par un type qui s'appelait Bonnier de la Chapelle. Je ne sais pas de quelle couleur il était, mais enfin, il a tué. Et il a été fusillé après. Les Anglais, enfin les Américains, avaient envie d'avoir un petit De Gaulle à eux. Alors ils ont fait sortir un général qui s'appelait Giraud de prison, qui était prisonnier de 39 ou de 40, et ils l'ont amené en Afrique du Nord. Bon, le Giraud était général, tradition française, et les Anglais ont été obligés de se ressortir De Gaulle. Ils n'aimaient pas trop, parce que De Gaulle, c'est un monsieur encombrant. Il est grand d'abord, il parle fort, et même Churchill n'avait pas toujours la parole. Alors, les Anglais le manœuvraient avec précaution. Et pendant les mois dont je parle, pendant que nous étions en Libye,
pris sa retraite. Et bon, la suite des événements a fait qu'on a pu rentrer en Afrique du Nord. Et qu'on a eu la possibilité d'aller au Maroc, j'ai posé une permission, juin 1943. Et dans la foulée, on m'a nommé comme faisant partie du détachement précurseur de la division qui devait se rendre ensuite au Maroc plus tard. Alors pour aller à ce moment-là au Maroc, il fallait traverser l'Algérie. Et si je l'avais fait, j'aurais terminé ma carrière dans une prison d'Afrique du Nord. Je n'avais pas du tout envie de ça. Alors j'ai été à Constantine, qui était occupée par les Américains, sur un terrain d'aviation de Constantine. J'ai été au mess des aviateurs, et puis j'ai demandé qui allait au Maroc. Alors il y a un type qui m'a dit, moi je vais au Maroc, je pars demain matin à telle heure. Il dit, est-ce que vous pouvez me prendre? Il m'a demandé si j'avais des bagages, non, j'ai rien. Bon, ben venez, à telle heure, à tel endroit. J'ai été à telle heure, à tel endroit, je suis monté dans l'avion, qui était une forteresse volante, c'est-à-dire 4 moteurs et puis 5 ou 6 postes de tir au-dessus, en dessous, à droite, à gauche. Enfin, c'est très très compliqué comme... Et l'avion a décollé, et le pilote et son copilote, car ils étaient que deux, m'a dit, ben écoutez, voilà, je vais mettre le pilotage automatique, et quand vous verrez la mer, vous me réveillerez. Il faut dire que le type avait eu une nuit agitée, et il avait besoin de sommeil. Alors, ça s'est passé comme ils l'ont dit, et j'ai eu le temps de la traversée de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire 2 ou 3 heures, pour visiter tous les postes d'une forteresse volante. Enfin, je regardais les tuyaux, je regardais les postes de tir, je me suis mis... J'aurais pas aimé être aviateur et dans un de ces postes de tir, parce que c'est vraiment des trucs dans lesquels on rentrait comme dans un colimaçon. Il fallait pour se trouver finalement en face de 2 mitrailleuses. Et bon, alors j'ai essayé tous ces trucs, et puis bon, ben, le temps passait, et puis j'ai regardé, et à un moment donné, j'ai vu la mer. Alors j'ai été réveiller mes pilotes. On a atterri à Rabat, qui n'était pas très loin de la côte, et bon, moi je suis descendu à terre et j'ai rejoint mes parents à Casablanca. Alors je suis resté pendant mon mois de permission chez mes parents, où j'ai fait la connaissance de mon frère, car il était né pendant que j'étais absent. Il avait 3 ans. Et puis j'ai regardé ce que faisaient mes sœurs, les endroits où elles allaient dans Casablanca, à droite, à gauche. Et puis j'ai essayé de m'imprégner du pays, de la sensation que j'avais. Et cette sensation était une sensation d'ordre. Ordre qui devait son origine à deux raisons. La première, c'est que le Maroc avait conservé son sultan, même s'il avait eu des démêlés avec la France, et surtout à la présence de Lyautey, qui a laissé une marque encore ressentie maintenant, d'abord parce qu'il a créé Casablanca, avec un plan en devenir qui a été exploité depuis, et les nouveaux quartiers qui naissent dans Casablanca se servent encore du plan de Lyautey. Il avait une emprise extraordinaire. Il faut dire que c'était un monsieur d'un certain niveau, qui avait un ascendant sur tous les gens qu'il rencontrait. Et les Marocains étaient très sensibles à ça. Ils admettaient l'autorité de quelqu'un qui avait la qualité de l'être. Et cette époque a été marquée par une
cette époque, donc pays d'ordre, un système de chemin de fer qui fonctionnait très bien. On pouvait prendre un train et aller à peu près n'importe où en Europe. Des routes qui étaient fort bien entretenues, enfin, une très bonne impression. Nous avons séjourné là de juin 43, enfin, en ce qui me concerne, jusqu'en avril 44, date de notre embarquement vers l'Angleterre. Pendant ce séjour, nous avons fait de l'entraînement. On a touché le matériel, ce qui demande un certain temps. Et il y avait toutes sortes de matériel qu'on ne connaissait pas, puisque là on avait du matériel anglais, là c'était du matériel américain, des armes américaines. Il fallait apprendre à les démonter, à les entretenir, des engins beaucoup plus puissants que ceux qu'on avait eus avant, des forces un armement également plus puissant. Enfin, on était en train de se préparer pour le débarquement en Europe. Le deuxième DB était en constitution dans ce coin, et parallèlement, la première DFL a été, elle, affectée à l'armée qui était constituée en Afrique du Nord, une armée française commandée par De Lattre de Tassigny, laquelle a débarqué en Sicile, puis a eu des faits d'armes à Monte Cassino, a pris Rome, a fini par débarquer dans le sud de la France, et nous devions les rencontrer quelque temps plus tard à la hauteur de la Bourgogne. Voilà. Donc nous nous mettons en route en direction d'Oran, où a lieu l'embarquement. Nous rentrons dans un bateau à fond plat, un LST, et qui démarre le 20 mai en direction de Liverpool. Alors ces bateaux à fond plat ont l'avantage qu'on embarque facilement. Les véhicules n'ont pas à faire des fois, ils vont s'installer à leur place, ce qui est prévu d'ailleurs. Les automitrailleuses d'un côté, les camions d'un autre, enfin il y a des emplacements spéciaux. Et ils sont amarrés et le bateau démarre. Ils sont amarrés, c'est heureux d'ailleurs, parce que ce sont des bateaux qui tanguent beaucoup, qui montent à la lame, qui retombent après la lame, et l'équipage et les gens qui sont à bord sont plutôt des équilibristes que des passagers. Donc ce voyage a duré jusqu'au 31 mai, pendant lesquels on a eu plus ou moins de petites tempêtes, alors les vagues d'un côté, les vagues de l'autre, et naturellement le comportement de ces bateaux, compte tenu des changements de cap, parce qu'on changeait de cap pour échapper aux sous-marins, il fallait passer à l'ouest, ou alors revenir au contraire à l'est. Enfin, ce sont des choses qu'on ne comprenait pas, mais on voyait très bien qu'on changeait de cap. Donc on a débarqué à Liverpool, et à Liverpool, on nous a dirigés sur une ville qui s'appelle Hull, qui est dans le Yorkshire, et plus particulièrement pour mon unité, à Hornsey. Hornsey, c'était une station balnéaire. On habitait des maisons de villégiature, enfin des trucs que les Anglais avaient leur petite côte d'Azur là-bas. Et on a occupé ces maisons qui avaient été vidées pour que l'on puisse les habiter. Alors on est resté là le temps d'attendre l'embarquement qui s'est produit au mois d'août. Donc on est arrivé début juin, juillet, et puis début août, on a embarqué. On va arrêter là. Bon, pendant cet intervalle, eh bien, qu'est-ce que peuvent faire des militaires? On essaie de les tenir en forme. Le
seul moyen qu'on avait trouvé, c'était de sauter du premier étage sur le sable, qui nous plaisait beaucoup. Ça nous donnait l'illusion qu'on était des gens formidables. Et puis ensuite, notre séjour s'est passé de façon très agréable. Les Anglais sont des gens sympathiques. On était invités, on avait... Enfin, les Anglais appréciaient les Français, surtout les FFL, qui quand même avaient laissé une petite trace dans leur mémoire. Il y avait Biraken, il y a eu beaucoup d'exploits de Français, et ça s'est su en Angleterre. Pas beaucoup en France, mais en Angleterre, ça se savait. J'avais quitté l'Angleterre 4 ans avant, et celle dont j'avais le souvenir, c'était une Angleterre qui était tous les jours bombardée par les Allemands, et qui essayait de résister du mieux qu'elle pouvait, serrant les dents comme ils savent le faire. Et j'ai retrouvé une nouvelle Angleterre qui était un véritable porte-avions. Il faut imaginer qu'il y avait à ce moment-là 2 millions de soldats en Angleterre. Il faut compter un véhicule pour 5 personnes. Donc il y avait 400 000 véhicules qui étaient répartis en Angleterre, et toutes les routes étaient bordées de ces véhicules en attente. Les équipages étaient logés dans les environs et attendaient qu'on les appelle. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi les Anglais avaient imaginé des véhicules à fond, très plats à l'avant. Chez nous, les moteurs étaient extérieurs à la cabine. Chez eux, elle était dans la cabine. Parce qu'effectivement, quand un camion est rangé derrière un autre camion, il prend moins de place si on lui enlève 1 mètre ou 2 mètres de moteur. Donc l'Angleterre était une succession de parkings, et toutes les routes étaient occupées par ces véhicules. Alors il y avait des chenillés, il y avait des trucs à roues, il y avait des engins de travaux publics, il y avait toutes sortes de choses, et qui étaient là comme ça en pleine campagne, n'importe où on allait. On ne pouvait pas prendre une route sans qu'il y ait des véhicules en attente. Il est évident que quand on a une telle surcharge sur le terrain, on ne peut pas laisser les gens agir. Il y avait un planning extraordinaire d'une finesse. Les gens ne partaient pas d'Oran sans qu'on ait prévu leur place en Angleterre. Et les gens ne quittaient pas leur emplacement sans qu'on ait prévu le bateau qui allait les conduire au débarquement. Alors il faut imaginer cette gymnastique qu'a représenté la préparation du débarquement. Ça s'est allégé à partir du début de juin, puisque c'est à ce moment-là qu'on a commencé à décharger, à envoyer les premières unités, les Américains sur le Cotentin, les Anglais sur la Normandie. Et nous suivions les traces des premiers, mais avec 2 mois de retard. Donc un jour, on a fait comme tout le monde, on a reçu l'ordre de départ, et on nous a installés dans un endroit qui s'appelle Bornemousse. C'est une espèce de camp, fermé d'ailleurs, on rentre avec des barbelés autour, et où les gens sont mis au secret, pendant plusieurs jours, avec comme consigne, préparez-vous à partir dans les 4 heures. Lorsque nous sommes arrivés dans le camp, nous avons été accueillis en français. Il y avait une NAFI, c'est un self-service qu'ont les Anglais, dans lequel on trouvait des choses qui pouvaient nous intéresser. Il y avait une délicatesse de la part des Anglais extraordinaire. Alors c'est tellement important de signaler qu'il n'y avait pas que nous, il n'y avait pas que des Français en Angleterre. Il y avait des Polonais, il y avait des Tchécoslovaques, il y avait des Russes, il y avait des Allemands, il y avait toutes sortes de gens, et les Anglais ont le sens de cette noblesse de savoir accueillir les uns et les autres avec une finesse qui, personnellement, m'a beaucoup étonné. Alors, on est arrivé à Bornemousse, on est resté un certain temps, et puis un beau jour, on nous a dit, hop, vous partez. Alors, unité par unité, parce que chaque unité embarquait sur un bateau précis, il faut dire que le sud de l'Angleterre était
eu de bousculade, jamais. On croisait des convois, ils s'arrêtaient, les autres partaient. Enfin, une maîtrise de l'environnement, comme on était très étonné, qu'on était très étonné de voir, de constater. Donc le jour de l'embarquement, on nous a dit, bon ben vous partez, vous avez eu deux ou trois motocyclistes qui nous ont encadrés, qui étaient en communication avec je ne sais qui, et qui ont fait qu'on est arrivé au port de Southampton, le bateau nous attendait. On est rentré là-dedans comme on rentre dans un parking. On n'était pas sitôt, les derniers véhicules n'étaient pas sitôt rentrés que les portes se refermaient, le bateau commençait à bouger, et une nuée de marins se précipitaient pour amarrer les véhicules de telle manière que, parce que ce sont des bateaux qui tankent pas mal, c'était toujours des LST, et il ne fallait pas qu'un véhicule se décroche parce que ça aurait fait un carambolage extraordinaire. Voilà notre embarquement. Alors ensuite le bateau va en rade ou au large, et de tous les ports du sud arrivaient d'autres bateaux qui formaient un convoi, lequel convoi était dirigé, et c'est comme ça que nous sommes arrivés au Cotentin. Nous étions très fiers d'embarquer de faire ce débarquement, tout en sachant que nous n'étions que la seconde vague, parce que la première avait eu lieu au mois de juin, le 6 juin pour les Américains, le 4 ou le 5 pour les Anglais en Normandie, et ils ont fait simplement la place pour que nous puissions nous débarquer et pouvoir pénétrer en France. Jusque-là, c'était impossible, car la défense allemande était très, très sérieuse, et la percée s'est faite très difficilement. C'est d'ailleurs à cette époque-là que De Gaulle, qui avait eu vent de la stratégie américaine en France, les a évincés en allant faire son premier discours à Bayeux pour placer un préfet, disant par là que l'autorité de la France c'était l'autorité de la France et non pas celle des Américains. Le 4 août, nous sommes remontés sur Sainte-Mère-l'Église, descendus, je ne sais pas d'ailleurs dans quel sens ça allait, et puis nous sommes dirigés en direction du Mans, en passant par des villes qui avaient été bombardées, dans lesquelles il n'y avait plus d'écriteaux, plus rien, plus la mort partout. Enfin, on a traversé une espèce de désert. Il y a eu une contre-attaque allemande qui a essayé d'empêcher Patton de passer, qui n'a pas réussi. Et puis la deuxième DB a été lâchée en direction du Mans, endroit où elle a bifurqué pour aller sur Alençon. Elle a pris Alençon. Et puis, à la suite de cette prise, la liaison a été faite avec les Canadiens qui fermaient la poche de Falaise côté ouest. Et côté est, c'était les Polonais qui la fermé, enfin la division polonaise. Alors nous, on a cheminé le long de cette poche de falaise et on voyait des avions, des chasseurs qui piquaient, qui allaient mitrailler les gens dans cette vallée. Ils ont perdu une grande part de leur effectif à cause de ces tirs d'avion. Enfin. Les Allemands ont reçu ce qu'ils avaient fait aux Français 4 ans avant. Et puis la poche de falaise s'est vidée petit à petit, par petits groupes. Ils n'ont jamais réussi à sortir en unité constituée. Et ils sont allés, je ne sais pas où, enfin en tous les cas vers l'Est, pour essayer de retrouver des troupes allemandes qui étaient déjà, enfin, à la fin de la poche de falaise, Paris venait d'être pris. Et les Allemands étaient donc à l'extérieur de Paris, à l'est de Paris. Le 20 août, nous avons reçu l'ordre d'aller sur Paris. Alors, c'est
imaginé, nous étions à la reconnaissance, donc le début du grand train qui nous suivait, mais ceci étant, nos engins n'étaient pas très lourds, ne prenaient pas beaucoup de place, puisque c'était des automitrailleuses. Mais le circuit a été extrêmement long, on naviguait de nuit pour ne pas se faire mitrailler par les avions, on naviguait phare éteint, et la seule possibilité de guider un engin dans ces conditions, c'est que quelqu'un se mette sur le filet de camouflage qui était à l'avant de nos automitrailleuses, et j'ai fait la route de Paris en 3 jours ou 4 jours sur mon filet de camouflage, dirigeant le chauffeur à droite, à gauche, hop. Et finalement, les choses se sont bien passées. On est arrivé à un endroit où on s'est arrêté, parce qu'il fallait quand même s'arrêter de temps en temps, c'était de jour, là. Et le tireur avait repéré des Allemands qui étaient sur le bas-côté de la route. Il est allé les chercher, les a ramenés, et alors j'ai dit au tireur, eh bien, mets-les contre le mur, on va les donner au premier FFI qu'on va trouver, enfin, parce que nous, on ne pouvait pas les prendre, on ne pouvait pas s'en occuper. Les types se sont mis face au mur, ils avaient cru qu'on allait les fusiller. Quand ils se sont retournés, ils avaient une tête blanche extraordinaire. Enfin, ceci étant, on a continué, on a fini par donner nos 2 prisonniers aux premiers gens qu'on a rencontrés, et on a continué la route pour arriver sur Paris. Alors la veille, nous sommes rentrés dans Paris par la porte d'Orléans, c'est-à-dire au sud de Paris, et on a reçu un accueil délirant des Parisiens, et surtout des Parisiennes. On est rentré, il devait être 8 ou 9 heures du matin. Et alors toutes ces petites jeunes filles étaient, à l'époque c'était l'été, c'était en août, elles étaient en jupette, et elles n'avaient d'ailleurs pas froid aux yeux. Elles se sont précipitées sur nous, il y en avait partout, et j'ai passé mon temps de rentrer dans Paris à les repousser, parce que j'avais peur que les gens nous tirent dessus, ça aurait fait des cadavres idiots, quoi. Alors finalement, personne n'a tiré, et on est arrivé comme ça jusqu'à la place de la Concorde, et nous avions été chargés d'aller sur l'arrière de la Chambre des députés. Alors à l'arrière de la Chambre des députés, nous avons repéré il y avait une statue, il y a une statue qui existe toujours d'ailleurs, et des grilles qui, d'un côté, ce sont des colonnades qui donnent sur la place, et de notre côté, c'était grillagé. Nous étions dans une rue qui s'appelle, je crois, rue de Bourgogne. Je ne me rappelle plus si c'est la rue de Bourgogne. Enfin, une rue qui donnait derrière le musée Rodin. Et notre rôle consistait à essayer de tirer sur les gens, qui étaient cachés d'ailleurs, on ne les voyait pas. Et on a cru, il y avait des gens qui nous tiraient dessus. Alors on a cru qu'ils étaient dans le socle de la statue. Et puis ensuite j'ai été voir, mais quelques jours après, et ils étaient en réalité sur le trottoir. Ils avaient creusé à partir d'une cave, avaient fait une espèce de surélévation d'une des dalles, et puis ils avaient mis leurs engins dans ce coin-là. Enfin nous, on circulait comme ça en passant sur cette route, et on tirait. On ne savait pas très bien sur qui on tirait, mais on tirait. Alors si on regarde les grilles, vous verrez qu'il y a encore des traces de balles, et c'était nous qui avions tiré dessus. Et de l'autre côté, le mur du musée Rodin, qui était lui constellé d'impacts de balles, ça a duré très longtemps, plusieurs années, avant qu'on refasse la surface. Alors, à côté de ce croisement que représentait la rue qui nous permettait de tirer
et celle d'où on venait, il y avait un petit bar. Et ce petit bar nous applaudissait à chaque traversée, parce qu'on traversait la rue, on envoyait un coup de canon ou un coup de mitrailleuse, et puis on revenait, on faisait la même chose, et à l'arrivée, on trinquait. Voilà, la libération de Paris. Alors, à la suite de quoi, la Chambre des députés s'est rendue, et on nous a envoyés à la gare Montparnasse, c'est-à-dire à l'avenue du Maine exactement. L'avenue du Maine qui était à l'époque derrière la gare Montparnasse. Maintenant elle s'est déplacée la gare, enfin à l'époque c'était comme ça. Et nous avons passé la nuit à cet endroit-là. Et j'avais, comme j'étais gradé, j'ai dit à l'équipage, vous ne bougez pas, je vais en reconnaissance. Alors je suis allé rue de la Gaîté. Alors rue de la Gaîté, il y avait un bar où on nous a offert des cigarettes américaines, d'ailleurs, à prix un marché noir. Tout fonctionnait au marché noir dans Paris à cette époque-là. Et j'ai rencontré une dame qui m'a dit, venez chez moi, j'ai été chez elle, et j'étais pas sitôt rentré chez elle que il y a eu un bombardement. Je n'ai fait qu'un saut jusqu'à ma voiture, c'est heureusement pas très loin. Et finalement, le bombardement ne nous concernait pas, mais enfin, j'aurais préféré être là quand ça s'est passé. Alors le lendemain, on nous a envoyé, Paris était tombé, enfin il n'y avait plus de résistance à droite et à gauche, enfin il y a eu quelques tirs, on ne peut pas dire que la prise de Paris a été sanglante. Les Allemands étaient tellement surpris, et puis le commandant de la place s'était rendu, il n'avait pas envie de démolir Paris, malgré les ordres qu'Hitler lui avait donnés. Et on nous a envoyés au Bois de Boulogne. Alors on a vécu au Bois de Boulogne pendant quelques jours. On avait installé à côté de nos engins, on avait sorti des tentes. Et au petit matin, on voyait sortir des tentes et des cheveux ébouriffés, il y avait des femmes partout, et il y avait des petites culottes qui séchaient sur les montants des tentes. Enfin, on a passé quelques jours comme ça, pas désagréable du tout. Entre-temps, il y a eu le grand défilé de la prise de Paris avec De Gaulle. J'en faisais pas partie. Alors j'ai quand même assisté au spectacle. Et puis un jour, on a reçu l'ordre de repartir vers l'Est, et on est reparti vers l'Est. Dans la première quinzaine de septembre, nous sommes partis en direction de Montbard, où nous avons rencontré les éléments de la première DFL qui avaient fait partie de l'armée commandée par Delatte de Tassigny. Cette armée qui avait débarqué en Italie avait remonté, et la première DFL qui en faisait partie avait pris Cassino, avait pris Rome, avait ensuite rejoint la France et était en train de remonter le long du Rhône vers nous, enfin vers les Allemands. Et c'était une occasion de rencontrer ces gens, les uns arrivant par intermédiaire par l'Angleterre, les autres arrivant par l'Italie, de faire se retrouver la première et la deuxième DFL qui était devenue deuxième DB. Cette rencontre a eu lieu dans les environs de Montbard, je crois que ça s'appelait Naude, et ça a duré une journée, et là-dessus nous sommes repartis vers les Vosges, où nous sommes allés en direction de Metz, dans les environs de Metz, et particulièrement de Baccarat et tout ce secteur. Et c'était un endroit qui était très bien occupé par les Allemands, et la reconnaissance consistait à aller voir où étaient ces Allemands, ce qu'il fallait faire, quelles étaient leurs importances, ce qu'il fallait comme unité, toute la
que j'avais pris froid. C'est assez fragile des poumons, c'était la 3e fois que ça m'arrivait. Et j'ai été envoyé sur le Val-de-Grâce, à l'hôpital à Paris. J'ai rencontré mon camarade Jacques Join qui lui avait pris un éclat d'obus dans la jambe et qui a raconté ça dans le petit récit qu'il a fait de son histoire. Et puis nous sommes sortis ensemble dès qu'il a pu marcher. Enfin, on s'est fréquenté pendant quelques temps. Ça a duré quelques mois. Et puis à la suite de quoi, la 2e DB qui entre-temps avait pris Strasbourg a été mise au repos et on nous a envoyés à Argenton-sur-Creuse où j'ai été logé dans un château. Il y a eu une prise d'armes en mars 1945. C'était la première fois que, depuis le Maroc, que les Français étaient au repos, et à l'occasion de cette prise d'armes, on a entendu la musique de la 2e DB, quelqu'un avait composé un hymne à la 2e DB, qui a été joué pour la première fois à cette occasion. La remise de médailles. Et puis, après ça, on a repris nos occupations, c'est-à-dire le repos. Puis on nous a envoyés ensuite en Vendée. Nous sommes allés à Saint-Jean-d'Angély. Saint-Jean-d'Angély, parce que Saint-Jean-d'Angély, il y avait la poche de Royan et il y avait des unités allemandes qui étaient restées, je ne sais plus sur quelle presqu'île de La Rochelle, je crois. Et, soi-disant, nous avaient envoyé là, soi-disant, pour empêcher la jonction des Allemands et puis une éventuelle reconquête. En réalité, on n'y croyait pas du tout. Parce que, ils étaient dans leur coin, les autres étaient à 500 km de là, donc il n'était pas question qu'ils sortent. Ils devaient se rendre, il suffisait d'attendre. Mais par contre, à ce moment-là, il y avait des mouvements en Périgord assez sérieux et on s'est demandé si vous n'avez pas placé là pour éventuellement intervenir si les trucs se dégradaient. Enfin, c'est une hypothèse, je ne sais pas si c'était vrai, mais enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Là-dessus, un beau jour, nous sommes repartis et en direction de l'Est. Et comme toujours, une division comme la division de la 2e DB, ça met du temps à traverser la France. Et les éléments de tête, dont je faisais partie en tant que reconnaissance, étaient arrivés en Allemagne alors que les autres étaient en train de décoller de Saint-Jean-d'Angély. Mais pour arriver en Allemagne, nous avons traversé en partie la Bourgogne et nous sommes passés par des endroits qui s'appellent Pouilly et Chablis. Alors Pouilly et Chablis, c'était des vins d'une qualité exceptionnelle et on avait été habitué au trafic qui se passait en France et on avait constaté qu'on pouvait échanger 20 litres d'essence contre 20 litres de vin. Alors on ne s'en est pas privé. Et puis quelques temps après, on est passé dans un pays où il y avait des meules de gruyère. Et par le même moyen, on a acheté des meules de gruyère, une meule de gruyère. Alors, on est arrivé en Allemagne avec une meule de gruyère sur le capot arrière, et puis 4 ou 5 jerrycans de Pouilly et de Chablis. On était armés pour continuer. Alors finalement, arrivé en Allemagne, les choses s'étaient tassées, et c'était une promenade de santé. Promenade de santé qui a permis quand même à certaines unités de notre régiment de prendre
logé chez l'habitant. J'étais logé dans une très belle maison, 2 ou 3 étages, très confortable. J'ai été reçu par la maîtresse de maison qui s'est occupée de moi comme si j'étais son fils. Et elle ne me parlait pas. Et alors, au bout de 2 ou 3 jours, je lui ai demandé pourquoi elle ne me parlait pas. Alors elle m'a fait signe de la suivre. Elle m'a amené au premier étage dans une pièce où il y avait 6 photos. Il y avait son mari, ses 5 garçons, avec une croix et une date. Alors, bien entendu, je n'ai pu embêter cette dame. Et puis, les choses évoluant, un jour on est parti, mais j'ai un très très bon souvenir de ce contact avec l'Allemagne de l'époque. Et c'est à ce moment-là que De Gaulle est venu faire une visite. Et par la photo qu'on voit, on voit ce que représentait un régiment, car il s'agissait que de notre régiment. Et on aperçoit De Gaulle au milieu de tous ces bons hommes que représentaient les chefs de char, les chefs d'unité, enfin. Avant ou après la visite de Gaulle, a eu lieu pour nous un événement extraordinaire qui a été la date du 8 mai 1945. Nous étions réunis sur des pelouses à droite ou à gauche, et puis on a vu une espèce de feu d'artifice, des gens qui tiraient dans tous les sens, et on a su par un motocycliste qui passait, la guerre est finie. Alors nous avons joint nos tirs à ceux des autres, et ça a été quelque chose d'époustouflant, d'extraordinaire. Imaginons une division qui tire en l'air, ce que ça peut faire. Et puis bon, les choses se sont tassées, et comme on n'avait rien d'autre à faire, on s'est mis à boire. Après ces événements, la division n'avait plus rien à faire, et la relève a été assurée par d'autres unités, et la division s'est repliée à Fontainebleau. C'est là que De Gaulle, qui était à ce moment-là président du gouvernement provisoire, a demandé à Leclerc d'aller en Indochine et de lui dire ce qui s'y passait. Les anciens de la division se sont posé la question, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Pour ma part, j'ai demandé ma démobilisation qui a eu lieu le 29 août 1945, avec un congé libéral de 6 mois, ce qui me permettait un petit peu de me retourner. Alors j'ai choisi, on avait appris qu'il y avait un cours de rattrapage à Vincennes. J'ai été suivre ce cours pendant mes mois de congé. Et là-dessus, comme je n'avais pas du tout envie de rester en France, on m'a proposé d'aller à Madagascar et je suis parti. Les Japonais, qui étaient depuis quelque temps très talonnés par les Américains, avaient replié toutes leurs troupes d'occupation de Chine, d'Indochine et de tous les pays du sud de la Chine sur Tokyo, enfin sur le Japon, pour pouvoir résister à la pression des Américains qui se venaient de plus en plus féroce. Et cette libération a fait que les anciennes puissances coloniales ont récupéré leur territoire, il fallait les occuper, et c'est pour ça que De Gaulle avait demandé à Leclerc d'aller voir ce qu'on pouvait faire, et il a nommé comme gouverneur un ancien moine qui était amiral, qui s'appelait Thierry d'Argentlieu. Thierry d'Argentlieu était un navigateur, c'est sans doute pour ça qu'on l'avait nommé gouverneur, et qui essayait de concilier les uns et les autres. Et il est évident que comme plus tard en Afrique du Nord,
pression pour que la France réoccupe entièrement l'Indochine. Leclerc a fait ce que fait tout bon stratège. Il a occupé très vite le sud, c'est-à-dire Saïgon, et jusqu'à une certaine limite, qui était l'Indochine du Nord. Et cette Indochine était défendue par Ho Chi Minh. Ho Chi Minh avait reçu ses galons de communiste en France parce qu'il avait fait ses études chez nous. Et il s'était inféodé à Staline, qui l'a soutenu pendant très longtemps, jusqu'à ce que la Chine prenne la relève. Et quand Leclerc s'est rendu compte de ça, il a dit c'est une guerre qui va nous coûter très cher et sans aucun résultat, il faut traiter. Entre-temps, le gouvernement provisoire est tombé, Leclerc est rentré en France et Thierry d'Argentlieu a fait que nous avons continué la guerre avec comme aboutissement Bien Phu. On a renouvelé ce genre d'opération en Afrique du Nord quelques années plus tard, et c'est le même processus, absence de décision.